c'est une vision, un peu de... Et je sais que de l'espace. le scientifique y trouvera source d'inspiration. Moi, l'aspect scientifique fait partie, que je le veuille ou non, de mon univers. Je veux dire, le simple fait de parler de l'humain, de parler de nos sociétés et de notre futur, c'est quand même un peu les thèmes de prédilection que j'aborde, inclut la science. Je veux dire, la science fait partie de notre cheminement et de nos grandes aventures. Les grandes aventures de l'humain, ça passe par l'invention, l'innovation, la quête absolue toujours de recherche. Et donc moi j'ai toujours été intéressé et fasciné par le monde scientifique. Et notre rencontre s'est faite comme ça, de manière tout à fait presque naturelle. Et on a accroché sur le fait simplement qu'on avait des visions et des regards qui allaient comme ça vers l'avant, toi par tes recherches, par ton fonctionnement intellectuel, par ton... Voilà, l'art et la science, pour moi, c'est deux choses qui sont parfaitement compatibles et même qui sont parfaitement complémentaires. Et j'étais familier avec l'œuvre d'Enki. Ce qui m'avait fasciné justement, c'est cette dynamique du changement. Dans l'œuvre de Enki, il n'y a pas de personnage figé, il n'y a pas de personnage monolithique, il n'y a pas de super-héros. On est dans des personnages et dans des situations où on sent l'avenir en devenir et on sent le poids du passé. On est vraiment dans une dynamique de changement. Et alors, en histoire naturelle, particulièrement, histoire naturelle, c'est pas seulement décrire le monde réel, c'est aussi caractériser le changement du monde à toutes les échelles de temps, à une échelle de temps courte et une échelle de temps longue. Et cette dynamique du changement et cette humilité des personnages de Enki qui se font balloter par l'histoire, qui se font chahuter par les contingences. Le vivant, sur lequel je travaille, c'est la même chose. Le vivant, il est chahuté par l'environnement. D'ailleurs, c'est ce qui se produit encore aujourd'hui de manière puissance 10. Et donc, il y a cette vision, c'est tout à fait juste, hein, cette vision du monde commune qui fait que le scientifique ne peut être que perméable à l'œuvre d'Enki. Je me sers simplement de la science pour imaginer, pour fabriquer ce miroir que je mets un peu devant nous, donc dans une temporalité proche, qui nous renvoie effectivement à l'image de notre présent et de notre passé, ce que tu disais si bien aussi, dans cette espèce de va-et-vient entre le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est non, le plaisir de côtoyer les scientifiques, c'est pas pour essayer de soutirer des informations. Les informations, je les fabrique quelque part, je vais à ce moment-là sur Internet chercher des trucs, voilà, des stimuli, mais je maîtrise en fin de compte la science absurde que je décris. Mais en même temps, elle est validée comme étant un regard, une interrogation sur le monde de l'humain à travers la science. C'est ça, et parce que chez toi, il y a une lucidité. Évidemment que le scientifique ou le public ne va pas lire l'œuvre d'Enki Bilal pour apprendre des choses. Voilà, c'est ça, comme prescriptrice d'un contenu scientifique. Par contre, le scientifique va y trouver une lucidité qui est précieuse. Rêver en restant lucide, rêver en restant en prise directe avec les changements du monde et le monde tel qu'il est. C'est un monde sans illusion et c'est un monde sans perfection. Et l'illusion et la perfection ne font pas partie du monde scientifique. Encore une fois, on est encore sur une vision commune. Ce qu'on retrouve, ce que le scientifique va trouver chez Enki, c'est cette vision où les entités qu'on va rencontrer, certes, sont fantastiques. Elles sont dans un univers d'elles-mêmes. Quand on voit des requins marteaux tout rouges, on voit bien en effet qu'on n'est pas en train de nous prescrire une description de l'espèce. C'est pas ça l'idée. Qui passe là, entre nos jambes, là, attention. Il passe entre nous. Mais on est sur. On sait que cette utilisation du réel, elle est faite pour délivrer un message qui est compatible avec la vision qu'ont les scientifiques du monde réel. Voilà. Les personnages sont balafrés, les personnages portent les marques des étapes par lesquelles ils sont passés. Et puis on sait que tout peut basculer à tout moment et que demain, ils ne sont certainement pas ce qu'ils sont aujourd'hui.
c'est exactement la façon, encore une fois, dont le scientifique va voir le vivant. Le vivant, il porte les marques de son histoire. Ce pouce opposable, alors c'est pas une balafre, on est bien d'accord, mais ce pouce opposable, il fut une époque où il servait à attraper des branches. Il est resté là. Aujourd'hui, on l'utilise pour autre chose. Cette historicité du corps et des êtres vivants en général, on la trouve en histoire naturelle. Vous avez 3 muscles pour remuer les oreilles, vous vous en servez plus, mais ces muscles, ils servent chez le chat, chez le lapin, mais chez nous, ça ne sert plus à rien. Donc ça, c'est des marques de l'histoire aussi. Et puis fragilité, on sent... alors, fragilité des personnages chez Enki, mais aussi fragilité de l'environnement, de l'écosystème. Les préoccupations environnementales, elles te sont évidentes, enfin, on les trouve évidentes, hein, tout particulièrement dans ces dernières œuvres. Nous, au muséum, c'est pareil, on est pourvoyeur d'informations, on garantit la fiabilité d'informations sur l'état de la biodiversité, l'état de la géodiversité, l'état du monde naturel, j'ai envie de dire, de manière à ce que nos publics et nos politiques soient le mieux avertis possible sur ce qui pèse, sur les enjeux qui pèsent dans l'avenir sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je fais ce que tu fais en tant que scientifique. Tu viens de l'écrire très très bien, préoccupé du vivant, de son histoire, de son évolution, de sa fragilité, etc. Moi, je le fais tout naturellement aussi avec l'humain et le monde dans lequel il vit. Oui, c'est ça. Donc moi, c'est purement intuitif, hein, et c'est une posture, je suis assumé que l'homme et son environnement sont intimement liés et que l'un est responsable de l'autre. Voilà. Donc c'est un peu, ça rejoint, je veux dire, ma démarche, elle est scientifique quelque part dans la narration, dans la création et dans la dramatisation, évidemment, parce que c'est toujours mieux de dramatiser que d'être béatement optimiste. Mais il n'y a aucune raison d'être béatement optimiste, malheureusement. Bruno David, le président du muséum, a usage de dire que l'histoire de la vie, enfin le vivant façonne l'histoire de la Terre. Il y a 3 km de couches de sédiments sous nos pieds, d'épaisseur, 3 km d'épaisseur, ça a été fait par des êtres vivants, ces sédiments. Oui, ce sont des calcaires. Voilà. La vie façonne la Terre et la Terre façonne la vie. Et cette philosophie, on devrait la garder quelque part en tête. Et on est complètement... j'ai envie de dire qu'il y a un fond philosophique, évidemment, qui est évident et qui est commun. Tout scientifique devrait être perméable à la lecture des œuvres d'Enki Bilal. La mémoire, notamment, on est en train de la déléguer complètement à des fichiers, c'est quand même à du numérique, à du virtuel, ce qui est sidérant. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une évidence. Et le sujet donc, est très fort et très vaste, je l'empoigne, et là, je me dis que c'est sans fin, et qu'on a une responsabilité terrible à ne pas être vigilant. Alors, il ne s'agit pas de rejeter le progrès, surtout pas. Je redis, c'est une avancée majeure, c'est fascinant, c'est exceptionnel, l'outil est exceptionnel, mais on s'affaiblit terriblement. C'est-à-dire que c'est un confort qui est un faux ami. On se fragilise énormément et surtout, alors, le cerveau, ce n'est pas un muscle, mais la mémoire, de faire travailler son cerveau de manière vivante, c'est quand même nécessaire. Et là, c'est ce que je dis, la mémoire vive, c'est une catastrophe pour la mémoire vivante. L'emprise du numérique, je la vois comme une emprise techno-scientifique, plutôt que scientifique, dans le sens où être scientifique, c'est travailler une vision du monde avec des méthodes particulières. Le techno-scientifique, c'est plus que ça. Il y a une couche supplémentaire, économique, sociale, politique, symbolique, culturelle, bien sûr. Mais ce qui me plaît particulièrement dans Bug, en tant que scientifique, c'est qu'à travers la mise en garde, non pas le renoncement au progrès, mais la mise en garde qui est celle d'Enki, ce qui me plaît, c'est que les individus vont devoir renouer avec leur animalité. Et ça, c'est encore, du point de vue de l'histoire naturelle, quelque chose qui plaît aux scientifiques en lisant Enki Bilal, c'est que tous ces personnages ballottés ont une animalité, si ce n'est pas une hybridité avec des animaux. On le trouve dans les œuvres précédentes. Oui, voilà. Il y a cette perméabilité de ce que culturellement on appelle la frontière homme-animal
qui pour un scientifique n'est pas une frontière. Nous sommes des animaux. Zoologiquement parlant, nous en sommes. Nous avons le collagène, nous avons des jonctions serrées entre nos cellules, nous avons un type de spermatozoïde particulier qui est propre aux animaux. Bref, nous sommes des animaux zoologiquement parlant. Et Enki n'a jamais renoncé à l'animalité de l'humain. Et elle transparaît à travers cette hybridité qu'on voit tout le temps. Et là, on est moins dans la dernière œuvre, on est moins dans l'hybridité, mais on est un peu plus dans le retour à l'animalité, et tu l'as dit, à une forme de fragilité, dépourvue de nos suppléments, de nos augmentations, de nos sophistications technologiques. Eh bien, on retourne à nos capacités animales, et dans Bug, on voit en effet que ces capacités animales, elles ont été perdues pour certains individus, certains personnages. Certaines de ces capacités ont été perdues au moment où le numérique s'avère ne plus être là. La personne se rend compte que ça ne marche plus. Et là aussi, n'oublions pas de rester des animaux. C'est pas une insulte, hein, c'est une qualité, j'ai envie de dire. Ce qui est frappant dans l'effondrement des spécialisations de l'humain obtenues par les augmentations dans Bug, les spécialistes s'effondrent, et les généralistes qui ont encore leur vieille mémoire, les généralistes qui savent encore conduire une DS de Citroën, celui qui sait encore conduire un bateau, etc., ces généralistes finalement reprennent le dessus un petit peu. Et il y a un parallèle avec ce qui se passe dans les écosystèmes, c'est que quand vous changez drastiquement et brutalement un écosystème, les spécialistes vont s'éteindre, et vous avez une augmentation démographique des généralistes qui peuvent un peu tirer parti de toutes les situations, généralistes, hein, voilà. Alors pour ce qui est des organismes vivants, plutôt à temps de génération court et plutôt de petite taille. Enfin voilà. Donc la biodiversité de demain, ça sera peut-être des organismes à temps de génération court, de petite taille et capables de tirer parti de plusieurs types de ressources, des généralistes. C'est vrai que la question se pose souvent à nous, on nous pose la question, nous les évolutionnistes professionnels, on nous demande quelle sera l'évolution de l'humain demain, et souvent on attend de par l'interlocuteur cette augmentation technologique, voire même biologique. Hein. Dans l'exposition aux frontières de l'humain, il y a une section qui s'appelle « Je suis un mutant ». Et puis il y a toute une section sur l'augmentation, la supplémentation du corps, et puis l'augmentation. Est-ce que l'évolution de l'humain n'est pas une prise en main par l'humain technologique, pour l'occurrence, de son propre devenir physique? Et ma réponse est extrêmement prudente par rapport à ça. C'est que les moyens qu'on décrit de modification du génome ou de modification du corps, c'est des moyens qui sont donnés à moins de 10% de la population mondiale, du point de vue socio-économique. Et que finalement, si on veut bien regarder l'ensemble de l'humanité, car si on parle d'évolution, on parle de l'ensemble de l'humanité, pas seulement des 10% les plus riches, ce qui démographiquement est ridicule, bien sûr, hein, eh bien on s'aperçoit que finalement, encore aujourd'hui, les pressions de sélection qui pèsent sur les populations humaines sont les mêmes vieilles pressions qui ont toujours existé, celles du parasitisme. Les virus, les bactéries, les animaux pathogènes, hein, par exemple, il y a des vers pathogènes qui impactent beaucoup les populations africaines en zone intertropicale, dans les pays, là où les pays sont démographiquement très dynamiques, mais en même temps sanitairement dépourvus. On meurt principalement. Les principales causes de décès, ça reste des maladies parasitaires, et ça a toujours été le sort de l'humanité. Je pense que tous les humains, d'ailleurs, cheminent avec la science et la technologie. C'est bien d'associer les deux, parce qu'on est confronté à ça. Sans le savoir, je crois qu'on ne peut pas. Il n'y a pas plus important, finalement. C'est juste ce que tu dis. Nous vivons dans un monde dont la production scientifique est omniprésente. Production, dans ses résultats ultimes, quand c'est passé par le filtre économique et social, on trouve les innovations technoscientifiques, ce qu'on appelle des innovations technoscientifiques, on vit dedans. Et nos concitoyens, occidentaux principalement, vivent dans une forme de divorce, c'est-à-dire qu'ils exploitent à leur bénéfice, ils profitent finalement des avancées technoscientifiques, mais beaucoup avec une pensée magique finalement, avec une pensée qui n'est pas une pensée scientifique, c'est-à-dire que les productions ultimes de la science servent à tout le monde, mais tout le monde ne raisonne pas comme.
comme un scientifique, et en période de difficulté sanitaire, on peut être amené à le regretter. C'est-à-dire qu'il reste quand même beaucoup d'irrationnel, et puis surtout de raisons que les gens ont de croire ce qu'ils croient, autre que simplement un rapport au réel impliquant une règle du jeu. Les gens, nous tous, autant qu'on est, nous croyons beaucoup ce que nous avons besoin de croire avant de croire ce qui est scientifique. Bah, vu ce qu'il y a dans l'exposition Frontières de l'humain, ici il y avait bien un artiste. Ouais. Imagine, juste un mot, les frontières de l'humain, on est dans le triangle entre l'augmentation biologique et l'augmentation technologique, la frontière future de l'humain, la frontière passée, l'animalité, et l'humain lui-même. Enfin, on est homme, animal, machine, et ça résonnait mais terriblement avec ce que tu avais déjà fait au CNAM. Non, bien sûr, bien sûr. Et ce que j'ai toujours fait, en fait, lorsque la proposition est formulée, moi je me dis, mais c'est une évidence. C'est une évidence, mais je n'imagine pas à quel point c'est une évidence. Et lorsque je me mets à faire le tri, à commencer à regarder quelles sont les images, parce que j'ai énormément de choses que je pourrais montrer, il y a eu des expositions un peu partout, certaines ne sont pas disponibles, bon bref, je fais une sélection d'images, et en fin de compte, toutes ont un lien avec ce sujet. Alors, ce sujet qui est très vaste, hein, les frontières de l'humain, et tout ce qui est dans l'exposition, tout ce que ça implique, tout ce que ça ouvre comme porte, comme ouverture. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose de très peu original, et de la part de ceux qui m'invitent, et de moi, d'être dans le concept.